ChatGPT, c'est toi ou c'est moi? Mais c'est moi qui vais gagner. Bon, première question. Quelle est la durée moyenne d'une hypothèque en Suisse? À mon avis, la durée moyenne, ça doit être 5 ans. Bah, parce que je prends pas taux de risque, parce que j'ai l'impression que c'est ou du 5, enfin ça peut être du libre ou du 10 ans. On va voir ce que ChatGPT nous dit. Donc ChatGPT dit la durée moyenne d'une hypothèque en Suisse varie entre 10 et 25 ans, selon le type de contrat et les besoins de l'emprunteur. Ok, bon bah écoute, on va faire confiance à ChatGPT. De toute façon, on n'est pas là pour le remettre en question. Il a toujours raison, un peu comme ma femme. Ensuite, quelle est la différence entre une hypothèque fixe, variable et saron? Bon, la différence, vous l'avez très bien compris, je suis certain, puisque vous suivez toutes les vidéos que je fais. Donc vraiment, vous avez le taux variable, qui est le taux le plus cher en Suisse, parce que c'est le taux qui vous engage en le moins. Vous avez le taux saron, qui est du taux variable, mais qui peut aussi être fixé sur une certaine période. Et le taux saron, il est divisé en deux. Vous avez la marge de la banque, plus le taux qui peut varier tous les 3 mois. Et puis, vous avez le taux fixe, qui est fixé entre 2 et 10 ans, enfin entre 2 et 25 ans même. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? ChatGPT, il nous dit que le taux d'intérêt stable sur toute la durée du contrat, donc c'est ce que j'ai dit pour le taux fixe. Pour le taux variable, taux fluctuant selon les conditions du marché, sans durée définie. Et puis, le saron basé sur un taux de référence du marché monétaire suisse réajusté tous les 3 mois. Donc, c'est à peu près ce que j'ai dit. Bah, c'est bien, tant mieux, on est en accord. Quel est le montant minimum des fonds propres requis pour obtenir une hypothèque en Suisse? Bon, alors le montant minimum, c'est 20%. On ne peut pas faire un financement en dessous de 20%. J'ai des fois des appels de personnes qui me disent « Ah, mais j'ai vu une de tes vidéos, on peut financer différemment. » Oui, on peut financer différemment. Ça reste 20%. 10% cash minimum, en général, c'est la règle. On est obligé d'apporter 10% minimum cash. Dans ces 10% minimum cash, on a la partie prévoyance privée, troisième pilier, bancaire ou assurance, qui est intégrée dans ce cash. Sinon, le reste, le deuxième pilier, ne va pas dans cette partie-là. Qu'est-ce que nous dit ChatGPT là-dessus? C'est 20% du prix d'achat du bien, dont au moins 10% liquidité, cash, troisième pilier, etc. Bon, alors le etc., qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait lui poser la question. Et le reste pouvant obtenir du deuxième pilier sous condition. Donc ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Très bien, on est aussi en accord, parfait. Quels sont les critères les plus importants pour qu'une banque accepte un financement immobilier? Donc ça, c'est super intéressant. Les critères les plus importants, ça reste pour le côté privé, les revenus, l'état de la fortune, l'âge, parce que c'est vraiment important de savoir que s'il a 55 ans ou 56 ans, ça peut être vite important, puis ça peut vite changer aussi les choses. Et puis pour le bien immobilier, que ça soit évalué à la valeur du prix de vente. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT? Les banques évaluent principalement les fonds propres, donc je l'ai dit, l'état de fortune, les taux d'endettement, donc la tenue des charges par rapport aux revenus, la valeur du bien immobilier, c'est important, et la situation professionnelle et financière, donc les revenus stables, etc. C'est vraiment important que la banque, elle se dise qu'il n'y aura aucun risque avec ce dossier-là. Ensuite, on a posé une autre question. Pourquoi faut-il tenir compte des taux d'endettement lors d'un achat immobilier? Alors, le taux d'endettement, il est important parce qu'on ne doit pas dépasser ce tiers du revenu. Donc les charges fixes projetées à des taux de 4,5 ou 5%, ça dépend des banques, avec des frais d'entretien de 1% et un amortissement, ne doivent pas dépasser le tiers des revenus que vous gagnez. Vous gagnez 100 000 francs, ne doit pas dépasser 33 000 francs par ces charges. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT? Lui, il nous dit que le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33% du revenu brut, sinon la banque considère que la charge financière est trop lourde et peut refuser le prêt. C'est exactement ce qu'on a dit, donc là aussi, on est OK. Ensuite, que se passe-t-il si je ne peux plus payer mon hypothèque? Ouais, alors ça, c'est une question importante, ça c'est clair. Moi, je dis toujours à mes clients, si on fait un financement, évitez d'avoir du retard sur les intérêts, évitez d'avoir du retard sur les amortissements. Même si vous faites une police d'assurance à côté qui est nantie, si vous ne payez pas la prime, la banque reçoit la notification que la prime n'est pas payée. Si vous avez une fois du retard, 2 fois du retard, 3 fois du retard, il ne va pas y avoir de problème, ça peut arriver à tout le monde. Si par contre le retard commence à devenir récurrent et s'il commence à devenir trop important, la banque va déclasser votre dossier, elle va le transmettre à un service spécialisé. Et là, déjà moi je ne peux plus rien faire pour vous. Le banquier avec lequel on a pu travailler sur votre dossier ne va plus rien pouvoir faire pour vous. Et puis ça risque d'être très compliqué. On va faire une saisie forcée, une vente forcée, et puis là on va vendre aux enchères, etc. C'est clair que si maintenant vous avez eu des soucis et puis que ça peut arriver, on peut faire plein de choses là-dessus. On a toujours des solutions. On peut toujours aller discuter avec le banquier avant d'arriver au point mort où le dossier est transféré aux affaires spéciales et du coup on est bloqué. Qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT là-dessus? Demander des garanties supplémentaires, exiger le remboursement anticipé, forcer la vente du bien au dernier recours et puis ou bien demander la location du bien. Ça aussi ça peut arriver. On peut dire ok on n'a plus les revenus nécessaires, on n'arrive plus à payer, donc ma foi vous le mettez en location et puis vous vous débrouillez pour vivre ailleurs tant que le prêt est remboursé ou en tout cas est lié avec un loyer. Et puis la dernière question, à quel âge maximum peut-on encore obtenir une hypothèque en Suisse? Alors ça c'est une excellente question. C'est vrai que j'ai beaucoup de retraités qui disent « Ouais mais de toute façon on est retraité
c'est impossible pour nous d'avoir un financement. Ce n'est pas vrai. Vous êtes retraité, vous avez quand même une capacité financière. Vous avez quand même des revenus fixes et permanents. Ça peut être des rentes, AVS, rente LPP. Ça peut être des conseils d'administration, même si c'est éphémère, ça peut durer 5 ou 6 ans, mais ça reste des revenus fixes. Donc si vous êtes retraité et que vous voulez acquérir un bien immobilier, alors on va vous demander plus que 20% de fonds propres parce qu'on va exiger que vous mettiez assez de fonds propres pour éviter un amortissement. Mais c'est tout à fait possible de pouvoir acquérir votre résidence principale en étant à la retraite. Peu importe l'âge que vous avez, tant que vous avez des fonds et tant que vous allez pouvoir valoriser votre futur investissement par des rendements, par des locations, on va vous accompagner, on va vous trouver un financement parfait. Qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT par rapport à cette question? En général, jusqu'à 65-70 ans, mais après la retraite, la banque exige des garanties solides. ChatGPT vs Albert, c'était pas mal. Laissez des commentaires, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. À qui le prochain? Je vous attends dans l'arène. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas et puis on essaiera d'y répondre un maximum. À bientôt les amis.